Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On me trouve très très loin de cette caméra là pour l'instant, je sais pas ce que ça va donner au montage. Je suis désolée, j'ai vraiment plus l'habitude du tout de faire des vidéos. Comme vous avez pu le constater, j'étais absente un petit bout de temps. Je reviens un petit peu comme une fleur sur Booktube. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire, les dernières années, elles ont été compliquées en termes de temps, en termes d'énergie. Donc cette fois-ci, je vous ferai pas de belles promesses que je ne vais pas tenir. Je sais pas quand est-ce que je reviendrai. Là, j'ai prévu de filmer plusieurs vidéos et puis qui vivra verra. En attendant, aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mes lectures préférées de 2024. J'ai pas lu énormément en 2024, en tout cas beaucoup moins que d'habitude. Parce que voilà, encore une fois, en termes de temps, d'énergie, en termes que la vie est compliquée et qu'il y a toujours plein de choses à faire, et voilà, la lecture c'est pas passé en priorité, mais je crois que justement parce que c'est pas passé en priorité, j'ai fait quasi que des bonnes lectures, mis à part quelques lectures que j'ai pu faire pour des recherches perso et qui étaient vraiment des immondices à lire. Je vous donne le topo, c'était du développement personnel, voilà, c'était vraiment très difficile. En tant que psycho, j'ai un petit peu du mal à gérer ma frustration, voilà, et ma colère quand je lis ce genre de livre, mais c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Je vous ai fait un petit top 10 du coup de mes lectures préférées de 2024. J'aime bien les top 10. Je trouve ça toujours hyper entraînant à regarder, je sais pas, ça motive de fou, je trouve, à lire d'autres trucs. Pour ceux qui me connaîtraient pas, ça fait des années que je suis sur Booktube. Et en fait, je lis pas trop tout ce qui est nouveauté et tout. Moi, je pioche juste des livres en général chez Emmaüs ou des trucs de temps en temps qui me font envie à la librairie. Et je les lis quoi. Ou je les lis pas et il reste des années dans ces bibliothèques. Du coup, ce top 10, il va aller un petit peu crescendo du moins bon livre au meilleur livre que j'ai lu. Cela dit, le moins bon livre est un très bon livre, bien évidemment, sinon ce serait pas un top 10. Je commence tout de suite avec Un pied au paradis de Ron Rash. Dans ce livre, au tout début de l'histoire, on va suivre un shérif dans les Appalaches du Sud. Il y a un mec qui a été tué, le shérif le sait, mais le problème c'est qu'il trouve pas le corps et il trouve aucun témoin du meurtre. En gros, il y a juste quelqu'un, je sais plus, je crois que c'est la mère qui a été signalée que le fils ne revenait pas à la maison. Et voilà, de là, on sait que c'est un meurtre, et en plus, le shérif est persuadé de savoir qui a tué ce mec. Ce livre, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé son intrigue, j'ai beaucoup aimé la manière d'écrire de Ron Rash, ou en tout cas la traduction qui en a été faite. Le seul truc, le seul bémol que j'y ai vu à ce bouquin, et ce que j'avais pas capté à la base alors que c'est écrit dans le résumé, je sais pas pourquoi j'ai pas compris, c'est qu'on va pas suivre le shérif tout au long de l'histoire. En fait, on suit d'abord le shérif, ensuite on suit un fermier qui est voisin, on suit ensuite le récit de la femme du fermier, après on suit le récit du fils, et pour finir on suit le récit de l'adjoint. Je crois que c'est dans cet ordre-là. C'est le seul bémol que j'ai trouvé à cette histoire. En fait, moi j'aurais aimé qu'on suive le shérif de bout en bout. Premièrement parce que dans la première partie, j'ai adoré le personnage du shérif. Un peu cow-boy, comme ça, un peu mystérieux, un peu une vie de merde et tout. Bref, voilà, tout pour me plaire. Mais du coup, c'est pas du tout juste le shérif qu'on suit. Après, ça a été une vraiment très 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 bonne lecture que je vous recommande vivement de lire si vous aimez bien un petit peu les policiers, quoi. Ensuite, on passe déjà à un autre level. Voilà, ça c'était vraiment un très bon livre, histoire de dire que j'en avais un 10e. Et là, on passe à vraiment des petites pépites quand même. Donc le prochain, c'est Lettre AD de André Gortz. C'est la longue lettre qu'a écrit André Gortz à sa femme. C'est une lettre dans laquelle il prend du recul. C'est une lettre qui parle d'amour, mais pas que. C'est aussi une lettre qui parle de l'écriture, de à quel point ça a pu être difficile parfois d'écrire, à quel point être publié, ça a changé André Gortz. Globalement, ce récit, il était absolument merveilleux. Décrit un amour de plus de 50 ans sur une lettre qui fait quoi, 80 pages, un truc comme ça. C'est assez court à lire et en même temps, on prend le temps, on y prend un certain plaisir. Moi qui aime pas trop en général lire les correspondances, ce genre de trucs, parce que je trouve ça très intrusif, ça me met un peu mal à l'aise parfois. Là, dans Lettre AD, c'était vraiment... C'était juste super joli en fait à lire. Et je remercie Margorito d'en avoir parlé, parce que sans elle,
bah je l'aurais pas lu quoi. Il y a tellement de beaux passages que j'ai notés. Tu pouvais faire ta vie sans moi plus facilement qu'avec moi. Tu n'avais besoin de personne pour te faire ta place dans le monde. Tu avais une autorité naturelle, le sens du contact et de l'organisation. Tu avais de l'humour, tu étais à l'aise et mettais les autres à l'aise dans toutes les situations. Tu devenais rapidement la confidente et la conseillère des personnes que tu côtoyais. Tu saisissais intuitivement, avec une rapidité étonnante, les problèmes des autres et les aidais à voir clair en eux-mêmes. Je t'écrivais tous les jours au bon soin d'une veuve de guerre, très âgée qui vivait à Londres avec une livre par semaine. Tu l'aimais beaucoup. Mes lettres étaient tendres. J'étais conscient d'avoir besoin de toi pour trouver mon chemin, de ne pouvoir aimer que toi. On aimerait bien l'avoir comme mec, quoi. Une lettre d'amour comme ça ne se refuse pas. Troisième livre que j'aimerais vous présenter, c'est Les vestiges du jour de Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro, c'est un auteur qui est quand même très très connu. Il a reçu le prix Nobel de la littérature. Je ne sais plus si c'était pour ce livre ou un autre. On va suivre un majordome dans les années 30 qui sert dans une grande maison. Tout d'abord un très très riche anglais, et puis ensuite la main est passée à un autre riche américain cette fois. Ce majordome, on va le suivre notamment pendant un périple qu'il va faire pour aller retrouver une femme qu'il a un jour aimée et à qui il n'a jamais avoué ses sentiments. Ce livre, c'est encore une fois un livre assez court, comme vous pouvez le constater, il fait quoi ? Ouais, un peu plus de 300 pages. C'est un livre un peu particulier. Moi, personnellement, j'ai mis assez de temps à le lire, mais parce que je l'ai trouvé très contemplatif. Moi, c'est un truc que j'aime bien dans les récits, c'est ça. C'est quand on s'arrête sur un paysage, c'est quand on s'arrête sur une petite situation de vie et qu'on décrit vraiment en détail tout ce qui se passe autour. Il y a notamment des rencontres avec certains personnages qui sont hyper intéressantes, notamment dans un petit village où il y a un petit peu des révolutionnaires qui veillent. J'ai trouvé ça très touchant comme histoire. C'est un anti-héros en fait, ce majordome. On parle beaucoup de dignité dans le travail, et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué, beaucoup touché. Ça m'a beaucoup fait réfléchir d'un point de vue très personnel à ma propre dignité dans mon travail. Et évidemment, ça parle de dignité humaine de manière générale. Je l'ai vraiment trouvé très 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 beau comme récit, et il m'a beaucoup beaucoup marqué. Pareil, j'ai noté énormément de passages qui m'ont beaucoup plu. C'est un livre qui, je pense, restera gravé longtemps dans ma mémoire pour à la fois le souvenir de ce personnage qui a vécu uniquement pour servir les autres, et en même temps pour toute la beauté qu'il a réussi à trouver dans le monde des instants précis. Le prochain livre que je vous présente, c'est Marraine de Jean-Baptiste Andréa. Marraine, ça faisait des années, des millénaires qu'il était dans ma pile à lire. Je sais plus on est dans quelle année à peu près. Était 1965, voilà, on est en Provence. Le décor au départ, on est dans une station-service, il y a le papa, la maman et le fiston. Le fiston qui est clairement autiste, enfin voilà, en tout cas il a des problèmes de communication, il a des intérêts spécifiques, voilà, un sujet qui de base me touche beaucoup puisque c'est mon domaine de spécialisation. Mais je crois que les choses ne sont jamais clairement dites dans ce récit, probablement d'une part parce que 1965 on n'allait pas voir le psychologue ou le psychiatre, et secondement je pense que ça n'a pas toujours besoin d'être formulé, ces choses-là, donc voilà. Donc on est en Provence, et ce petit garçon, il va plus à l'école, il est très très différent, donc il aide entre guillemets ses parents qui le laissent faire 2-3 bricoles dans la station-service. Mais tout le monde le prend pour un gamin et il aime pas trop ça, et lui il veut prouver qu'il est un homme, et il décide de partir à la guerre parce qu'il voit souvent des trucs de guerre à la télévision. Et donc, ok, lui il se dit moi je vais aller à la guerre pour être un homme, et il part de chez lui. Il se retrouve sur les plateaux de la vallée, pas très loin de chez lui finalement. Et en fait, il n'y a pas la guerre, c'est terminé depuis longtemps la guerre. Mais lui, il avait son regard d'enfant un peu différent et il n'avait pas compris. Sur ce plateau, il a un petit peu de mal à survivre, mais il va vite rencontrer une fille. Une fille qui, elle aussi, est différente, qui est un peu particulière. Une fille qui lui impose des jeux, qui lui impose des règles, mais en fait, c'est sa première et seule amie. Et du coup, il va adorer ça, il va se prendre d'un amour fou pour elle. Parce que oui, on peut parler d'amour. Et elle va le manipuler,
En gros, comme un enfant manipulerait un autre pour obtenir un jouet. C'était très très particulier comme livre. On est vraiment du point de vue de ce petit garçon, de Shell, qui est un enfant hyper touchant. L'histoire se termine pas forcément bien non plus, et en même temps c'est d'une beauté. J'ai tellement pleuré quand j'ai lu ce roman. Je l'ai trouvé incroyable, je l'ai lu d'une traite. J'ai été tellement captivée par la manière dont Jean-Baptiste Andréa réussit à se mettre à la place de cet enfant qui est pas comme les autres, qui réussit à avoir cette perception-là du monde. Je tire mon chapeau, vraiment, c'était incroyable, et je recommande ce livre à absolument tout le monde. Et clairement cette année, je crois que j'ai un autre Jean-Baptiste Andréa à lire dans ma pile à lire. Je pense que je vais le découvrir avec grand plaisir. Le livre suivant, c'est le livre d'un auteur que j'affectionne tout particulièrement, c'est Naguib Mahfouz, et cette année j'ai lu La Quête. C'est encore une fois un livre très court. Donc dans ce roman, on va suivre Sabir, on est en Égypte dans les années 60. Sabir, c'est le fils d'une prostituée qui va être mise en prison, qui va revenir à la maison, et pour qui ça va pas très bien se passer. Bref, Sabir, en fait, lui, de son côté, il avait que sa mère. Il avait que ça dans sa vie, et puis il avait pas forcément travaillé jusque-là, il avait pas forcément fait grand-chose de sa vie, et au final, il se retrouve sans le sou, et décide de partir en quête de son père et de sa propre identité. Sabir, il est vraiment tout le long du récit englué un peu dans l'ombre de sa mère qui avait très mauvaise réputation, etc. Et il a du mal à se détacher de ça. Il a du mal à percevoir autre chose en lui que cette identité-là. Bref, il part en quête de son père, etc. Et il se retrouve dans un petit hôtel. Et il va rencontrer deux personnes, une journaliste et la propriétaire de l'hôtel qui est déjà mariée. Je vous recommande pas vraiment de lire le résumé de ce récit, parce que là je viens de le relire et je me dis que ça en dit beaucoup trop sur le roman. Mais en tout cas, il y a une histoire vraiment passionnelle qui se fait dans ce livre-là. Le anti-héros est poignant encore une fois dans sa perception du monde, dans la perception qu'il a de soi-même. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. De toute façon, Naguib Mahfouz, c'est un auteur que j'ai hâte de relire. Il écrit particulièrement bien, en tout cas la traduction est excellente pour ce livre-là. J'avais lu également Le Cortège des Vivants, qui est mon préféré pour l'instant. En même temps, j'en ai lu que 2. Mais Le Cortège des Vivants était vraiment encore plus marquant dans la construction de la personnalité des personnages, et l'ambiance, etc. Enfin, vraiment, on suffoque un petit peu dans les récits de Naguib Mahfouz. Et puis vraiment, il y a ces descriptions dans la quête d'une Égypte pauvre, de classe sociale très basse. J'ai vraiment adoré ce récit et je vous le recommande très très fortement. On change un petit peu de registre avec le livre suivant, qui cette fois est un petit peu plus gros, c'est Le Bois sans songe de Laetitia Arnould. C'est très particulier parce que ce livre, je l'ai lu en me disant « Ok, ça fait des années qu'il est là et j'ai plus envie de le lire ». J'avais plus du tout envie d'ouvrir ce bouquin, et je l'ai ouvert et je me suis pas arrêtée. Bois sans songe, c'est la réécriture du conte de La Belle au Bois dormant. C'est assez particulier parce que c'est vraiment un genre que je lis pas. Notamment parce que globalement dans les réécritures de contes, il y a toujours cette histoire de le prince, la princesse, donc ça c'était bien quand j'étais petite, mais voilà, j'ai quand même changé beaucoup d'avis sur les relations, les couples, les hommes, les femmes, etc. depuis que je suis enfant, et du coup c'est vrai que ça m'attire plus spécialement. Malgré tout, là, j'ai trouvé que le traitement des personnages était vraiment pas mal. Alors je vous le dis direct, on est clairement sur un enemies to lover. En gros, une malédiction va être lancée par le personnage du mec, du prince, sur le château de la Belle, qui, je sais plus comment elle s'appelle, Liv. Et du coup, Liv, c'est la seule à réchapper de ce sortilège. C'était c'était vraiment très bien, c'était super bien écrit, ça m'a emballé du début à la fin. Au moment où je l'ai lu, c'était le bon moment, et ça a marqué très très fort mon année 2024. Je sais pas, j'avais besoin d'un enemies to lover peut-être, qui sait, de temps en temps, pourquoi pas, mais pur hasard, vraiment pur hasard, parce que j'étais partie pour le donner. Bon, il fallait bien que je mette un Stephen King quand même là-dedans, donc
J'en ai lu plusieurs des Stephen King cette année. Et je me suis dit que j'allais juste vous montrer celui qui m'avait le plus marqué. Et donc c'est Salem. C'est un gros bébé, là pour le coup. Et je l'ai lu quasi d'une traite. Franchement, c'était vachement bien. Salem, il est très connu, c'est l'histoire, donc on est dans le Maine, dans les années 70, donc déjà un décor qui de base me plaît particulièrement, et on a un monsieur qui s'appelle Ben Mears qui décide de revenir et de s'installer à Marston House, qui est inhabité depuis la mort des propriétaires, mais très vite il doit renoncer à s'installer dans cette maison, parce que finalement elle a été rachetée par quelqu'un. C'est quelqu'un, on ne sait pas tout de suite qui c'est, c'est des gens un petit peu étranges, ces deux hommes, qui en plus de ça ont ouvert une petite boutique d'antiquités au sein de la ville. Très vite il se passe des choses super bizarres dans le lieu, les rats se comportent bizarrement, il y a un chien qu'on retrouve complètement éventré puis empalé sur un pic d'un cimetière. Tout part quand même déjà d'une disparition d'enfants. Et là, ça part en sucette complet et vraiment c'était génial. J'ai adoré, c'est encore une fois très visuel, c'est du Stephen King, c'est de l'horreur pure et dure. Je l'ai trouvé quand même vachement moins dégueulasse que Cimetière, mais mieux que Cimetière dans la narration. Je suis en train de me faire mon podium Stephen King dans la tête. Peut-être que ça va le détrôner, j'ai pas fini ça fait des mois que je suis dessus. J'arrive pas à le finir parce qu'en fait là je suis sur la partie qui fait vachement peur. Et j'ai peur de pas dormir la nuit, enfin bref. En vrai, je me dis que ce serait cool de vous faire un top Stephen King, un de ces quatre, mais je pense qu'il faudrait encore que j'en lise pas mal, parce qu'il en écrit quand même beaucoup, le monsieur. Mais bref, Salem, c'était génial, c'est une histoire qui est super prenante. On s'attache énormément aux personnages. Moi, il y a notamment un petit garçon, j'ai plus son nom en tête, mais je me le suis représenté physiquement dans mon esprit, et mentalement, et comment il est, etc. Et je me suis fort attachée à ce gamin. Et voilà, j'ai adoré, c'est l'enfer qui descend sur une ville, c'est les commérages, c'est le Maine, voilà, dans les années 70, c'est les vieilles bagnoles, et c'est l'odeur du gasoil. Je sais pas pourquoi c'est toutes ces choses qui me viennent en tête quand je pense à Salem. Et aussi quelques éviscérations un peu dégueulasses. Voilà, j'ai vraiment adoré ce roman. Le livre suivant, c'est encore une fois un livre que j'ai décidé de lire parce qu'il me faisait plus trop envie et que ça faisait longtemps qu'il était là. Pépite. Genre vraiment. Bah d'ailleurs, là, je crois qu'on est dans le top 3. Ouais, voilà, on est dans le top 3. Ce livre, c'est Cacao de Jorge Amado. Je crois que je vous en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne. C'est peut-être ma dernière vidéo, oups. Celle qui date d'il y a quoi, 6-7 mois. Cacao, c'est un roman très court, encore une fois, qui est d'une violence extrême, mais qui est magnifiquement bien écrit, qui est incroyable, qui est... bref, je vais vous expliquer un petit peu. Le personnage a un nom un petit peu compliqué, il s'appelle Sergi Pano. Je vais l'appeler Serge si ça vous ennuie pas, parce que en fait je suis même pas sûre de prononcer correctement ce prénom, donc voilà. Puis Serge, qui à la base fait partie de la classe moyenne au Brésil, son père était un peu chef dans une usine et du coup ils avaient les moyens, et donc il vivait avec sa maman et ses frères et sœurs, je crois, et son père. Le truc, c'est que son père va finir par mourir. Je vous spoil rien, c'est vraiment le tout début. Donc c'est l'oncle, le frère du père, qui va reprendre l'usine et qui va clairement maltraiter la femme et les enfants. Donc Serge, il décide de se barrer et d'aller dans les plantations de cacao pour y être ouvrier. Serge, il va être complètement berné, il va être complètement exploité, il va être trahi, il va être mutilé par cette nouvelle vie, par tout ce qui se passe dans les champs de cacao. Il va rencontrer pas mal de monde, il va rencontrer des ouvriers qui, comme lui, font partie de la classe basse et qui galèrent pour s'en sortir. Il va rentrer dans le monde de l'alcool, dans le monde des prostituées. Il y a des scènes extrêmement violentes dans ce récit, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que dans toute cette misère, dans toute cette haine, avec ce personnage principal, Jorge Amado nous permet d'apercevoir les prémices d'une lutte. Et dans cette lutte, ce qui compte le plus, c'est la solidarité au sein des classes ouvrières. C'était génial, je m'étais mis une petite note. Il y a dans la misère et l'injustice de ce roman quelque chose de réconfortant. Et oui, c'est réconfortant en fait. Il y a
En fait, c'est réconfortant dans le sens où on trouve plein de personnages dans ce récit qui ont une vie de merde, mais alors une vie mais de merde, mais à fond les ballons, et qui continuent de faire preuve de gentillesse avec les autres, et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Pareil, cette année je vais redécouvrir Jorge Amado, je pense que c'est quasi sûr, parce que vraiment Cacao j'ai adoré. Et puis Jorge Amado il est quand même très connu pour ses récits de lutte contre les grands du monde entre guillemets, donc voilà, trop bien. Le livre qui est dans le top 2, c'est un livre que là, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu cet auteur et c'était merveilleux de le relire. C'est Neverwhere de Neil Gaiman. Dans Neverwhere, donc là il est déjà un peu plus épais, mais pareil, je l'ai lu quasi d'une traite. On va suivre un personnage au départ qui est tout à fait lambda, qui a sa petite vie, qui sort avec une nana qui est très bien placée dans la société, etc. Et un jour, dans la rue, il va voir une fille très mal en point, mais très mal en point, qui tombe un petit peu devant lui et devant sa nana qui sont censés aller rencontrer le beau-père ou je sais plus qui, bref. C'était un truc important et en fait lui il décide d'aider cette jeune fille-là. Et de là s'enchaîne une histoire absolument merveilleuse sur le Londres d'en bas. Le Londres d'en bas c'est quoi ? C'est un espèce de monde parallèle dans lequel on peut pas rentrer facilement comme ça, c'est pas si simple. Un monde rempli de magie, un monde rempli de peuples différents. Le premier peuple d'ailleurs qu'on rencontre, je crois que c'est le peuple des rats, qui moi m'a fait extrêmement flipper. Enfin genre franchement, j'ai pas trop kiffé. Et en même temps, encore une fois, c'était tellement bien écrit, tellement magique. Le personnage qu'on suit, donc Richard, son objectif, lui, ça va être clairement de retourner dans le Londres d'en haut et d'y rester. Voilà, de reprendre sa vie normale. Mais ça, c'est son objectif du début. C'est avant qu'il devienne pote avec les autres personnages un petit peu étranges qu'il va rencontrer. Et évidemment, la quête, elle va vraiment changer au fur et à mesure. Il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des personnages plus nuancés, comme le personnage, je crois que c'est le marquis. Ouais, c'est ça, c'est le marquis. C'est un personnage haut en couleur qui, moi, m'a beaucoup marqué. Rigolo de dire ça comme ça. Mais bref, Neverwhere, c'était génial. Neil Gaiman, il a vraiment un don pour écrire des trucs qui te rentrent dans le crâne et qui restent. Et j'ai trouvé ça, mais... C'est à la fois beau, à la fois moche, à la fois t'as envie de rire, à la fois t'as envie de pleurer. Tu passes vraiment par toutes les émotions, la frustration, la colère. Puis c'est clairement un page-turner, quoi. T'as envie d'avoir la suite. Et encore une fois, c'est très imagé. Mentalement, t'as tout en tête. T'as tous les éléments, t'as toutes les odeurs. C'est un roman qui est hyper sensoriel. Et je trouve ça toujours très fin quand on est sur du fantastique ou de la science-fiction. Enfin voilà. Dans un roman du domaine de l'imaginaire, d'écrire un roman qui soit à la fois très bien développé en termes de personnages, d'histoire, voilà, d'intrigue, mais aussi un roman qui soit sensoriel, où on ressent les choses. Je trouve ça toujours dingue, et Neil Gaiman il est très fort pour réussir dans tous ces domaines. Donc voilà, découvrez Neil Gaiman, découvrez Neverwhere, ça fait de mal à personne. Et probablement le meilleur livre que j'ai lu cette année, et probablement la plus grosse pépite que j'avais lue depuis longtemps, c'est Nos richesses de Kauter Adimi. Je crois pas que ce soit un livre très connu, Nos richesses. C'est un livre que j'avais trouvé chez Emmaüs, et que pareil, qui était dans ma pile des livres que j'ai plus trop envie de lire, décidément. Va falloir que je me penche un peu plus sur cette pile. Richesse, on est en 1935 au tout début de l'histoire, et on va suivre le récit, le vrai récit de Edmond Charlot qui a 20 ans et qui retourne à Alger avec une idée en tête, créer une librairie, maison d'édition, exclusivement pour les auteurs méditerranéens. Donc voilà, tous les auteurs qui sont proches de la Méditerranée, vous avez compris le bail. Le premier texte qu'il va publier, c'est un texte d'Albert Camus, qui est alors un inconnu. En fait, on va suivre toutes les péripéties de Edmond Charlot, et en même temps, il y a des flashbacks dans le passé, il y a des allers-retours aussi avec le futur. J'ai trouvé ça tellement bien construit. Je sais pas quoi vous dire quand je pense à ce livre. Je pense à toute la bonté humaine qui s'en dégageait, à tout l'amour pour la culture,
à tout l'amour pour la littérature qui existait, mais aussi à ce souhait de montrer des auteurs et autrices qui ne soient pas du même milieu que ce qu'on pouvait retrouver avant dans les maisons d'édition, des auteurs et des autrices majoritairement blancs. J'ai trouvé ça merveilleux. Voilà, en plus c'est extrêmement bien écrit, c'est tiré d'une histoire réelle, c'est un petit peu romancé forcément, mais Kawther Adimi, elle a fait un travail mais de dingue sur ce livre-là. Les personnages sont ouf, les rencontres qu'ils font sont ouf. Je ne peux que vous recommander ce livre qui est assez court, mais qui vaut vraiment le détour de fou. Je suis pas sûre de l'avoir très bien vendu, mais parce que c'est super dur en fait d'écrire un livre qui nous a tant marqué. Voilà. Et j'ai rien préparé avant, donc forcément ça n'aide pas. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi je suis contente de l'avoir faite, je suis contente d'être un petit peu de retour par ici. J'espère que ça va durer un petit peu et voilà. Dites-moi en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures de l'année 2024. Pour ma part, je compte regarder absolument toutes les vidéos du Booktube francophone pour faire une grosse radie en librairie après. Est-ce que vous aussi vous faites ça? Moi, tous les ans, début d'année, c'est la même chose. Mais il faut que je vide ma bibliothèque avant de faire ça. Pour ma part, je vous souhaite de très bonnes lectures et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.